Bonjour, je m'appelle Caroline Tardif, je suis propriétaire de la fromagerie Ruban Bleu. Mais il aurait pas fallu que je reste là, que tout ça m'achève. J'aurais dû laisser tomber ou échanger ma vie avec une chèvre. Oh, oh, oh. C'est pour ça que j'avais avec mon cœur. Viens donc me voir. J'ai rien de mental. L'idée du ruban bleu, c'est pas très compliqué. En fait, c'est un gros coup de tête d'une jeune fille de 25 ans, un peu innocente, qui... en fait, c'est moi. Je reçois un courriel de ma sœur qui me dit « Caro, est-ce que tu savais que le ruban bleu est à vendre? » Donc, le ruban bleu, on connaissait bien dans la région quand même. C'était une fromagerie qui existait déjà à Saint-Isidore, qui est à peu près à 10 km de où on se situe maintenant. Donc, l'après-midi même, après ce courriel-là, je suis allée là-bas tout de suite pour une visite. Puis, une semaine après, je faisais une offre d'achat conditionnelle à faire une année de bénévolat là-bas pour apprendre ce qu'étaient des chèvres et comment s'en occuper. Et même chose pour le fromage, donc comment fabriquer du fromage, parce qu'on partait de zéro, on ne connaissait pas ça. Donc, quand je dis que c'était un coup de cœur, c'était vraiment un coup de cœur. Puis, souvent, les gens nous disent que c'est courageux, mais c'était vraiment innocent. C'était vraiment juste ça. Ça a été une envie soudaine de fabriquer du fromage puis d'avoir une ferme. En fait, au Québec, il y a 3 animaux laitiers, même maintenant un 4e, là, mais on se retrouve souvent, surtout la vache. Après ça, il va y avoir la chèvre, après il va y avoir la brebis, puis maintenant, il y a quelques troupeaux de lait de bufflonne, en fait, de troupeaux de bufflonne. Donc, la chèvre, pour moi, c'était l'animal le plus facile à manipuler, de un, donc c'est beaucoup plus petit. Je suis un peu plus peureuse avec la vache. On ne s'est pas posé la question quel animal laitier on voulait de toute façon, parce que quand on s'est posé la question, c'était plus de posséder le ruban bleu, puis le ruban bleu avait déjà un cheptel qui était la chèvre. Donc, voilà, on a pris la chèvre comme animal. C'est un animal qui pourrait presque être un animal de compagnie. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui en ont comme animal de compagnie, donc c'est très doux. Ça vient à nous, c'est habitué à nous. C'est pas un animal naturellement très nerveux quand ils sont dans un cheptel laitier et qu'ils sont habitués à nous. Pour nous, on est leurs parents, on vient les nourrir 2-3 fois par jour. Pour moi, ça me convient. Ensuite, pour la qualité du lait, c'est sûr que c'est un lait qui est facilement digeste. Donc, beaucoup de gens qui vont être intolérants à la protéine bovine ou intolérants au lactose dans le lait de vache vont pouvoir se rabattre un peu sur l'alternative du chèvre. Mais au-delà de je le prends parce que je suis allergique, c'est un lait qui est facile à digérer, oui, qui a des bonnes protéines, des bonnes matières grasses. On retrouve beaucoup, on retrouve de l'acide folique, on trouve du calcium, de la vitamine D en bonne quantité. Puis pour moi, ça fait les meilleurs fromages au monde. Donc ça, j'en suis convaincue depuis maintenant 10 ans. Bienvenue dans notre fromagerie. C'est tout petit, ça a été construit en fait, cette fromagerie-là, en 2009. Donc on a ouvert ici le 1er mars 2009. On déménageait d'une vraiment mini fromagerie, fait que pour nous c'était extrêmement grand. 5-6 ans plus tard, c'est très petit. Donc on essaie de squeezer, comme on dit, le plus de choses possible dans cette petite surface. Comment ça fonctionne en fait, c'est que le lait est conservé dans une salle qu'on appelle la salle de lait cru. Donc ça arrive ici de la ferme 2 fois par jour, on le conserve à 4 degrés. Ensuite, c'est pompé ici dans un petit pasteurisateur qui, on appelle ça de la pasteurisation en batch. On a plusieurs types de pasteurisation. Nous, dans une petite fromagerie comme ici, ça ne valait pas la peine d'investir dans des grosses structures. Donc, ce que ça veut dire, la pasteurisation, c'est qu'on monte le lait à 63 degrés Celsius. On ne le fait pas bouillir, donc c'est une légère pasteurisation. Et on garde ça pendant 30 minutes, puis ensuite on le redescend à la température voulue. Certains fromages, ça demande une température pièce de plus ou moins 20 degrés, d'autres c'est 30 degrés, donc ça dépend des recettes qu'on fait. Aujourd'hui, vous êtes chanceux, vous avez du cheddar, donc le fromage en grains. Aujourd'hui, on est le vendredi, puis à la fromagerie, c'est pas mal toujours le vendredi durant l'été jusqu'au mois d'octobre. Et là, vous arrivez dans ce qu'on appelle la cheddarisation.
Et on appelle ça des fesses parce que c'est doux comme de la peau de fesse. J'imagine qu'on a toujours fait ça comme ça. Et donc ça, ces fesses-là que vous voyez dans le bassin, bien, ça va être tranché prochainement. Là. On est en train de techniquement le cuire. Et ça va être mis dans un petit tranche caillé qui va être juste ici. On va en faire du fromage en grains. On va le saler. Aujourd'hui, on fait un essai au paprika fumé. On veut savoir ce que ça donne du cheddar au paprika fumé. Donc, on va mettre du paprika fumé, puis on va le mettre dans les moules qui sont juste devant moi. On va le presser, puis ça va faire des meules de fromage. Les chèvres ne sont jamais placés au hasard dans leur enclos. Donc, à tous les mois, en fait, on a un contrôleur laitier qui vient en fait nous dire c'est quoi la production. Donc, si une chèvre produit, exemple, 4 litres de lait par jour, puis l'autre en produit 5, à ce moment-là, ils vont être mis dans des lots différents parce qu'ils ne mangeront pas la même ration. Donc, ils vont manger plus celles qui produisent 5 litres, bien évidemment. Donc, on les met tout le temps comme ça. Le plus difficile, c'est au début de la lactation. Donc, quand il y a les mises bas, c'est d'estimer la production de lait que la chèvre va faire. Si on se trompe, on va les remélanger. En fait, on va refaire les lots. Et pendant quelques jours, on n'aura pas de lait ou très peu de lait. En tout cas, ça va diminuer quand même parce qu'ils vont refaire leur hiérarchie. Donc, ils vont se rebattre jusqu'à temps qu'il y ait la dominante, l'adjointe et après ça, le restant des dominés. Donc, on essaie de jamais le faire pour pouvoir garder une production laitière stable à l'année. Quand on a acheté le troupeau, là, nous, on était à une moyenne d'environ 580 litres de lait par animal par année, en ayant travaillé beaucoup sur la génétique. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un OGM. Là, les gens, des fois, ils confondent. C'est pas qu'on a travaillé en laboratoire pour sélectionner les gènes. C'est plutôt qu'on a toujours gardé les meilleurs sujets reproducteurs et les meilleurs sujets laitiers et on les croise ensemble. Donc, on achète de la semence en Europe parce que les Européens sont environ 50 ans en avance sur nous sur la chèvre. Donc, on importe cette semence-là. Maintenant, on est rendu à environ, ça varie, là, mais 1100, 1150 litres de lait par chèvre par année. Donc, on a pratiquement doublé là, depuis les 10 dernières années. Je pense que c'est grâce à la rigueur de Jean-François. Jean-François, qui est mon conjoint, il a une rigueur impeccable. Il est ici 7 jours semaine, matin et soir. Et c'est lui qui connaît ses chèvres par cœur et c'est lui qui insémine. Donc, il sait vraiment quelle chèvre doit améliorer quoi. Et ensuite, on choisit les boucs qui vont améliorer telle et telle chose chez une chèvre. Donc, quand on reçoit des catalogues, en fait, de boucs, le bouc est déjà souvent mort depuis une vingtaine d'années. C'est qu'on a analysé tout ce qu'il faisait sur ses sœurs, sur ses filles. En fait, sur ses sœurs, ce qui se passait, sur ses filles, qu'est-ce qui améliorait. Donc, exemple, si une chèvre, moi, me donne beaucoup de lait, mais elle donne très peu de protéines et de matières grasses, je vais mettre un bouc que, lui, il est connu pour augmenter les protéines et les matières grasses. Donc, c'est comme ça qu'on finit par améliorer tout le temps le troupeau. Quand un producteur parle, il faut comprendre que c'est toujours personnel à son étable. Donc ici, ce qui se passe, c'est que nos chèvres, nous, ils suivent le cycle naturel, en fait. Donc, ils tombent en chaleur à peu près à ce moment-ci, au mois d'août dans l'année, donc au mois d'août. Et ils ont 5 mois de gestation. Donc, normalement, ils vont mettre bas à la fin janvier ou au début février. Et ils vont faire 10 mois de lactation. Donc, ils vont donner vraiment de février jusqu'à plus ou moins décembre, tout dépendant quand ils accouchent. Et après ça, on appelle ça la période de tarissement. C'est qu'ils ne vont pas donner de lait pendant 2 mois parce qu'ils vont avoir retombé enceinte, si vous voulez. Donc, ils vont être gestantes et on va leur donner 2 mois de congé de maternité. Donc, pendant 2 mois, ils vont donner leur énergie aux bébés qui ont à l'intérieur d'eux plutôt que de donner du lait.
Donc ça, c'est propre à mon étable, mais il y a des gens qui vont désaisonner. Donc ça veut dire qu'ils vont recréer un peu des mois d'août autrement dans l'année, faire en sorte que les chèvres tombent en chaleur à un autre moment et pour pouvoir avoir du lait à l'année. C'est ce qui est important chez les producteurs qui font que du lait. C'est-à-dire que, c'est pas péjoratif, mais les gens qui vendent leur lait à une fromagerie, eux vont vouloir avoir du lait à l'année. Nous, comme c'est nous qui décidons un peu, on peut jouer avec notre production par rapport au mois de l'année, à ce moment-là, on peut se permettre d'avoir 2 mois sans lait, d'en acheter un petit peu plus à d'autres producteurs. On joue comme ça, mais on respecte le cycle. Et ça fait aussi que nous, on peut avoir 2 mois où on a un petit peu moins de travail. C'est notre 2 mois qu'on est un peu plus tranquille au niveau de la production. Donc oui, on est bien connu pour les fromages, mais on veut en fait être connu comme une ferme, point. Donc on fait du fromage, mais on vend du fromage de vache aussi qui est pas les nôtres. Donc on est des ambassadeurs pour d'autres produits québécois. Même on est un des plus grands ambassadeurs, je crois, des produits de la Montérégie. On retrouve de toutes sortes dans notre boutique. Et nous, en tant qu'agriculteurs, notre passion, c'est pas d'augmenter notre cheptel et de grossir à l'infini. Ce qu'on veut, c'est plutôt faire de la diversité pour que les gens, quand ils arrivent chez nous, peuvent vraiment varier leur panier. Donc, on a un verger maintenant qui est en culture biologique. Donc, on a plus de 150 variétés de pommes, une cinquantaine de variétés de poires, des prunes, des groseilles, des framboises. Donc, bientôt, il va y avoir même des petites parcelles de framboises en autocueillette. On a le verger qu'on fait beaucoup de jus avec, on fait des produits transformés. On a le miel aussi parce que, bien évidemment, avec un verger, on a besoin de pollinisation. Donc, on va faire notre miel à côté de ça. On a une érablière aussi. On fait notre sirop d'érable à l'ancienne, à la chaudière, cueillette à la main. Et on a plein d'autres projets d'agrotourisme pour que les gens viennent nous voir comme ça puis qu'ils puissent apprendre et toucher à l'agriculture ou en tout cas voir des fermiers parce qu'il y en a de moins en moins dans la province. Donc, c'est ce que c'est Ruban Bleu. C'est pas juste du fromage de chèvre, mais c'est vraiment une grande famille qui espère toucher un petit peu à tout au niveau agricole puis le faire découvrir à la plus grande partie de la population pour qu'ils comprennent que derrière un produit, il y a une identité. Moi, c'est ce qui nous fait le plus plaisir le soir, c'est de savoir que les gens parlent, mangent de notre fromage puis qu'ils disent c'est Caroline et Jean-François, qui ont des visages en arrière. C'est ce qu'on a de moins en moins à l'épicerie ou dans les grandes surfaces. C'est ce qui nous tient le plus à cœur, puis je pense que c'est ce qui nous tient en vie comme agriculteurs. Je me sens tranquillement devenir un peu plus grand à chaque soir. Je m'effraie, je suis drôle, oui je suis comme tous les autres à chaque soir. Quand je m'endors, mais il aurait pas fallu que je reste là, que tout ça m'achève. J'aurais dû laisser tomber ou échanger ma vie avec une chèvre. Oh, oh, c'est pour ça que j'avais Du fromage, en fait, il y a plein de recettes. On a des fromagers qui sont pas mal plus qualifiés, mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 2 techniques de fromagerie. Donc, il y a les fromages présure qu'on appelle. Donc, c'est un fromage qui se fait à l'aide de bactéries toujours, mais un petit peu plus de présure. Donc, la présure, c'est l'enzyme qui aide à coaguler le lait. Donc, ça va faire qu'on va avoir un fromage rapidement. Donc, au bout de 4, 5, 6 heures, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un fromage. Des fois, comestible tout de suite, des fois qui nécessite un affinage, mais ça ressemble déjà à quelque chose. Sinon, vous avez les techniques de fromage qui s'appellent les fromages lactiques. Donc, les fromages lactiques, en fait, c'est qu'on va prendre du lait, on va mettre des ferments dedans et là, on va attendre, on va laisser le temps aller. Donc, on va mettre dans les petits bassins qui sont blancs juste ici et au bout de 18 à 24 heures, on va avoir quelque chose qui ressemble à un gel. Ensuite, ce gel-là, on va soit le loucher ou soit le pré-égoutter, donc on le met dans des poches qui ressemblent à des têtes d'oreiller, puis on va laisser égoutter un autre 24 heures avant d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à un fromage à la crème, fromage à tartiner, un peu l'équivalent du boursin en chèvre. Sinon, on va le loucher. Donc, on va venir vraiment le loucher, puis on va mettre dans ces moules-là comme ça, puis ça va s'égoutter par son propre poids, tranquillement. Puis, au bout de soit 24 à 48 heures, on a déjà un fromage qui peut se consommer comme ça, que là, on appelle frais.
Sinon, on va le mettre dans les salles d'affinage. Et là, il y a des croûtes qui vont se développer dessus. Et là, à ce moment-là, on va appeler ça soit un fromage affiné, un frais, en fait, un sec ou un semi-sec. Et là, les clients, selon ce qu'ils veulent, selon leur goût, vont nous le demander ici. Normalement, dans une salle d'affinage, ces fromages-là frais peuvent passer de 7 à 10 jours, mais ce n'est pas des fromages qu'on va vieillir très longtemps. C'est plutôt dans les cahiers présure que là, on va pouvoir affiner des fromages jusqu'à 5 ans dans le cas des cheddar environ. Donc, on a les bassines qui sont ici, vous voyez, ce ne sont pas chauffés, c'est vraiment des fromages qui sont faits à température pièce. Puis dans la chèvre, c'est le plus populaire, je pense, mondialement, des fromages comme ça. Ça garde un peu d'acidité, ça garde le goût de chèvre un peu, puis ça va vraiment pouvoir se tartiner ou se cuisiner. Puis les poches sont ici, justement. Donc, la différence avec un cahier Préso, c'est vraiment que ça nous prend un petit peu plus de temps avant d'avoir quelque chose qui ressemble à du fromage. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le vendre plus rapidement. Il nécessite moins d'affinage, à l'exception du cheddar ou du fromage en grains qui, là, dans le cahier Préso, peut se vendre très, très rapidement. Dans le fond, quand une chèvre accouche, met bas, donc elle a en moyenne 2 bébés, on va dire. Donc, si vous voulez, c'est la première fois qu'elle accouche, elle va avoir un petit peu moins de bébés, donc une moyenne de 1,2, 1,3. Quand c'est la deuxième fois, on appelle ça des multipares. À ce moment-là, ils vont donner un peu plus de bébés en moyenne. Donc, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'on va avoir plus ou moins 50% femelles, 50% mâles dans le troupeau. Donc, c'est sûr que quand on est dans un troupeau laitier mâle, on est un petit peu moins chanceux. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on les vend. En fait, on les donne presque là, à des gens qui vont les engraisser, eux, pour de la viande. Donc, on va retrouver soit des troupeaux de chèvres de boucherie ou soit des particuliers qui vont vouloir avoir une chèvre ou deux, qui vont soit les garder pour eux, soit les utiliser comme viande. Ensuite, si vous êtes chanceux, si vous êtes un super bouc, on va vous garder pour plusieurs années. Vous allez être quand même géniteur pendant quelques années au ruban bleu ou dans un autre troupeau. Donc, c'est sûr que tout le temps, un mâle, on en a moins de besoin. C'est pas trop chanceux. Ils sont pas trop chanceux. Si vous naissez une femelle, la plupart du temps, on vous conserve aussi. Si vous faites partie d'une moins bonne génétique, on va vous vendre un particulier qui veut une chèvre ou deux pour les enfants ou pour le plaisir. Puis une chèvre, quand ça naît ici, dans le fond, c'est le cycle, c'est que ça va être 2 mois de lait. Donc, ils vont boire du lait pendant 2 mois. Ensuite, ils vont être sevrés et ils vont tomber à une alimentation sèche qui est le foin, la moulée, l'herbe. On va mélanger un petit peu tout ça. Et vont être gestantes, donc tomber enceinte à partir du 7 à 8 mois. Et ils vont donner du lait 5 mois plus tard. Donc, à 12-13 mois, une chèvre donne du lait puis est maman. Dans une fromagerie, on a toujours, pas toujours, mais en général, on a une partie d'affinage. Donc, soit qu'on vend juste du fromage frais ou on vendrait, exemple, juste du fromage en grains. Il y a certaines fromageries qui font ça. Mais nous, on avait choisi de faire quand même quelques fromages affinés. Donc, affiné veut dire affinage, veut dire vieillissement. Donc, une meule, en général, ici, va passer 3 mois. Donc, c'est la moyenne de notre affinage dans nos pâtes fermes. Et dans nos pâtes molles, donc ce qu'on voyait tantôt, tout ce qui est caillé lactique, ça va passer 7 à 12 jours dans une salle d'affinage. La moyenne de température, en fait, c'est entre 12 et 14 degrés Celsius. Donc, c'est quand même assez chaud. Et ça permet au croûtage de bien se développer.
Le courtage va venir protéger le fromage, donc c'est nécessaire. Et quand on parle des pâtes fermes, souvent on va dire des croûtes lavées. C'est quoi des croûtes lavées? On va avoir des croûtes naturelles, donc juste avec de l'eau et du sel, qu'on va venir vraiment brosser les fromages et que tranquillement, au fil du temps, une belle croûte va se développer. On appelle ça de la croûte naturelle parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans notre ambiance qui va venir se déposer naturellement sur le fromage. Sinon, on va avoir des croûtes orientées un peu. Donc, on va avoir choisi des bactéries d'affinage qui, eux, vont venir coloniser la croûte et qui vont venir donner soit des couleurs, des textures, des arômes qu'on recherche. Donc ça, c'est chaque fromager va choisir ses recettes. Donc dans ce cas-ci, c'est des croûtes naturelles, mais dans le fond, on relave nos plus vieux fromages et on lave nos plus jeunes fromages en dernier. Donc on va venir toujours apporter notre croûte, notre courtage sur les plus jeunes. Fait que c'est quand même orienté, mais avec nos bactéries de la maison. Mais je pense qu'on peut ouvrir une salle si ça vous intéresse. Notre fromage, celui-là, c'est le plus populaire dans tous les fromages à croûte lavée comme ça. Il s'appelle la charrue. Super romantique comme nom. C'est à la base une recette de raclette, donc affinée 3 mois. Donc on vient la laver comme ça, à peu près. On vient la brosser finalement à tous les, je dirais 3 jours, normalement 2 à 3 jours en fait. Puis il y a un certain moment, on va la laisser un petit peu tranquille aussi. Donc, comme vous voyez, la fromagerie ici, c'est très, très, très petit. Hein? C'est très minuscule. Tout est fait à la main. Tantôt, on a vu le fromage en grains coupé à la main. Normalement, dans les plus grands fromageries, ça va être à la machine. Ça va être, au lieu d'être 300-400 litres de transformé, on va parler plus d'un 5-6 000 litres à la fois, voire jusqu'à 50 000 litres. Mais ici, on tenait à garder ça vraiment artisanal puis tout à la main. Donc, ces fromages-là sont brossés à la main comme ça à tous les 2 jours ici. Notre verger au ruban bleu, c'est d'abord et avant tout la passion de Jean-François. Quand il était à l'université, Jean-François a fait ses études orientées vraiment sur la production fruitière en agronomie à l'université McGill. Donc, c'était vraiment une condition de base que si on avait une fromagerie, il allait avoir un verger avec. Mais c'était vraiment pas quelque chose qui était comme objectif d'être rentable, mais vraiment quelque chose d'inné en lui, mais même de fondamental, parce que à travers ses stages qu'il a fait à l'université, il voyait comment la pomme était un fruit extrêmement arrosé. C'est un des fruits les plus arrosés, puis lui, ça l'intéressait pas du tout. Puis il se disait, pourtant, nous, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils mangeaient des belles pommes, puis ils n'étaient pas arrosés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il s'est mis à rechercher, à faire des recherches dans le cadre de ses études, mais il est allé au-delà de ça, puis s'est promené un petit peu partout à travers le Québec, puis même au travers du Canada, pour trouver des pommes saines qui étaient résistantes aux maladies actuelles. Donc, la plus grande maladie qu'il y a chez la pomme, c'est la tavelure. Puis c'est un petit champignon, en fait, qui n'est pas dangereux pour l'homme, mais qui atteint vraiment la qualité de la pomme, même au niveau texture dans la bouche. Puis aussi, les clients, en général, ne veulent pas l'acheter. Donc, c'est pour ça qu'on arrose beaucoup. Dès qu'il y a des moments de très forte pluie, les producteurs vont arroser encore plus. Donc, dès qu'il voyait des belles pommes, il allait cogner aux portes, se disait, qui a planté cet arbre-là? OK, c'est mon grand-père, parfait, comment il s'appelait? Donc, la pomme, des fois, pas nécessairement de nom autre que la pomme de M. Gagnon, M. Tremblay ou M. peu importe qui a répondu à l'appel ou à la porte. Donc, on reprenait des petits greffons. Donc, on vient couper des branches qu'on vient, si vous voulez, coller pratiquement à l'aide d'un plaster, si je peux donner comme un truc visuel. Donc, on vient vraiment recoller ensemble 2 parties d'arbres qui vont reformer un arbre. Donc, on va avoir le porte-greffe qui, lui, va avoir été choisi pour plusieurs raisons. Sa solidité ou si on veut un arbre plus petit, un arbre nain, semi-nain ou un arbre standard. Puis, on va avoir choisi le greffon pour la qualité de ses pommes. Dans le fond, si vous voulez un arbre, si vous voulez des pommes McIntosh, vous ne pouvez pas planter un pépin McIntosh. Ça va faire comme un humain, en fait. Ça va faire un bébé qui va ressembler un peu à papa puis à maman selon avec qui a été pollinisé. Comme on ne peut pas vraiment le deviner comme ça, la seule manière d'avoir vraiment des McIntosh, c'est de prendre un greffon d'un arbre McIntosh et le greffer sur un porte-greffe, donc qui est un autre arbre fruitier aussi. Et à ce moment-là, on va vraiment perpétuer cette variété-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait aussi dans la pomme. Donc, on se retrouve à avoir à peu près 140-150 variétés de pommes ici, qui sont des pommes qui ont
aucune tablure pour le moment. En tout cas, ça tout va bien. Le problème encore, c'est qu'il y a des piqûres d'insectes. Donc, si vous ne voulez pas qu'ils soient piqués, les insectes, il faut mettre des produits aussi. Dans le bio, il existe aussi des produits qui sont homologués. Par contre, nous, notre objectif, c'était de mettre 0 produit ou en tout cas rien qui est transformé en usine. Avoir une ferme, c'est extrêmement difficile. Je pense que les agriculteurs, quand on se questionne si on continue pas, si on le fait pas, c'est de savoir s'il y a plus de côté positif que de négatif. Dans notre cas, il y en a toujours eu. On s'est toujours dit, en fait, des fois, quand on était décourageant, on s'est toujours posé la question si on gagnait à la loterie, est-ce qu'on continue? Puis notre réponse a toujours été oui. Donc, ça veut dire qu'on est super heureux dans tout ça. Mais le métier d'agriculteur, c'est plein de sacrifices. Et dans notre cas, en ayant une fromagerie, je pense que c'est une des astreintes les plus importantes en agriculture. Parce qu'un animal laitier, déjà, c'est 7 jours semaine, c'est tout le temps. Et c'est régulier. On ne peut pas être là 3 heures plus tard parce que hier, on s'est couché trop tard. Donc, c'est des heures assez régulières. Donc, il y a l'astreinte là. Ensuite, il y a l'astreinte de la fromagerie qui est aussi 7 jours semaine. Un fromage ne peut pas attendre d'être retourné parce que nous, on ne va pas bien. Donc, il y a l'astreinte qui est là. Puis ensuite, on a une autre astreinte qui est la boutique, la mise en marché, la commercialisation qu'on a décidé par passion, par plaisir de le mettre en marché par nous-mêmes aussi. Donc, ça complique la vie, je pense, d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est ce qui nous empêche de nous ennuyer parce que c'est ce qu'on aime le plus. Si on était toutes les deux à juste faire du lait ou toutes les deux à juste faire du fromage, je pense qu'il nous manquerait une partie de pourquoi on est en agriculture, parce qu'il y a une partie justement de sensibilisation à l'agriculture qui est là. Fait que c'est plein de petits moments d'astreinte mis ensemble qui nous fait un produit fini dont on est tellement fiers, qui nous fait oublier finalement toute cette astreinte-là puis ces sacrifices. Mais c'est difficile à 25 ans. Je pense qu'on a eu des grandes remises en question souvent. Des fois, nos amis au début viennent nous aider parce qu'ils trouvent ça super cool d'avoir une ferme. À un moment donné, on finit par les perdre parce que ils s'ennuient finalement sur cette ferme-là puis ils se demandent pourquoi on investit autant de temps dans quelque chose comme ça. Donc, je pense merci qu'on était les deux ensemble à le vivre pour se remonter le moral quand un était bas puis et vice-versa. C'est ça. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Mais il aurait pas fallu que je reste là, que tout ça m'achève. J'aurais dû laisser tomber ou échanger ma vie avec une chèvre. Oh!